All right. En principe, ça devrait être enregistré. Donc, à partir de maintenant, vous devez surveiller vos mots, paroles, etc. Donc, bienvenue à toutes et à tous à notre petit AMA informel des Chroniques d'Aquéras pour la saison 2024, hein, qui est à nos portes dans 2 semaines. Je ne sais pas ce que vous faites de vos fins de semaine, là, mais on a de quoi vous proposer. Donc, aujourd'hui, le AMA, moi, je suis votre humble webmestre. Les capitaines du bateau seront dans ce cas-ci Pascal et PO, qui ont non seulement collecté les questions que vous leur avez envoyées, mais qui ont aussi préparé du matériel à vous présenter. Donc, afin de garder le décorum, nous sommes des hosts et co-hosts qui pouvons muter les gens qui auront oublié de fermer leur micro puis qui sont en train de se faire un shake dans la cuisine d'à côté. Donc, sachez qu'à tout moment, vous êtes susceptible d'être muté. Vous pouvez vous démuter vous-même jusqu'à ce que quelqu'un en abuse et que je sévisse, mais jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez vous démuter tout seul. On va commencer par une série là, de présentations organisées, suite à quoi vous aurez des périodes libres pour poser vos questions. Donc, avant de se lancer et que Pascal parle durant 20 minutes, je donnerai la parole à M. Dominique Fouché, qui aurait une primeur à nous annoncer pour lancer ce meeting. Absolument. Si on en est à annoncer la nouvelle primeur, en fait, on va avoir des nouvelles cette semaine. Les Chroniques d'Aqueras a participé au podcast, en fait, La Folie des Grandeurs, qui est un podcast animé par un célèbre géniste du Québec qui essaie de rencontrer plusieurs GN au Québec pour qu'ils puissent se présenter, faire un peu de publicité, mais surtout présenter les différents grandeurs nature du Québec. C'est quand même super intéressant. On va avoir un épisode qui devrait être en ondes cette semaine. Donc, c'était la petite primeur du jour. Vous allez le voir arriver. Puis, si vous avez la chance d'aller en écouter d'autres cette semaine, vous allez voir, c'est super intéressant. Excellent, merci. Puis avant que je repasse la parole à Pascal, deux petites consignes que j'ai dit avant de commencer à enregistrer, mais je vais recommencer. Utilisez le chat pour discuter entre vous, mais si vous voulez poser des questions auxquelles on va répondre dans le chat, ça va se perdre rapidement. Donc, vous pourrez le faire dans la section Q&A de Zoom. Nous, ça va les lister, puis je vais les lire à Pascal quand on sera rendu là par la suite. Vous aurez également l'occasion de lever votre main et que je vous donne la parole aussi. Mais bref, écrivez-les pas dans le chat, mais dans le Q&A. Ouais, je crois que ça fait le tour. Donc voilà, vas-y Pascal. Excellent. Bien, bienvenue à ce AMA Système et Setting des Chroniques d'Aqueras. Premièrement, nous allons commencer par un léger slide de ordre du jour. Ordre du jour. Fait que dans le fond, comment que ça va se passer? C'est qu'on va avoir une petite présentation des fondements du nouveau système pour expliquer un peu pourquoi qu'on a fait le système comme ça, c'est quoi nos objectifs, d'où qu'on vient, c'est quoi l'essence d'Aqueras aussi. Après ça, il va y avoir une courte présentation sur plus niveau setting de PO pour parler un petit peu des objectifs aussi du setting. Après ça, on va répondre aux questions qui avaient été envoyées déjà, qu'on a reçues là, par le formulaire. Puis après ça, on va prendre une période de questions là, pour vos questions qui vont avoir été envoyées dans le live, dans le chat, dans le Q&A. Puis après ça, on va conclure. Fait que je pense qu'on va essayer de viser de ne pas terminer trop tard, là, mais on va, euh, on va essayer de passer le plus de questions possible et d'être efficace. Donc, les fondements du système. Pourquoi qu'on a fait le système comme qu'il est présentement? Je regarde de côté, c'est parce que je regarde mes notes qui sont pas sur le même écran. L'essence des chroniques de Kairos, ben, une couple de points là, qui sont ressortis là, quand on montait le système. Premièrement, c'est qu'on est un GN essentiellement, ben, principalement PVE. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de PVP entre les joueurs. Puis ça a été pris en compte le PVP dans les joueurs, dans le balancement du système, mais c'est balancé principalement pour le PVE. Quand on parle de récupération des habiletés, de la guérison, tout ça, là, ça a été pris en compte là, que notre gène était axé PVE. Aussi, on est un gène principalement médiéval fantastique. Ça veut dire qu'on a essayé de garder la magie autant que possible dans le système. Ça a demandé beaucoup d'attention puis de soins pour balancer puis baliser la magie pour que ça puisse faire du sens avec le reste des habiletés. Puis qu'on est un gène qui a une évolution de personnage.
Donc, on conserve les éléments de PX, d'échelle, de puissance. Là, avez-vous les personnages qui évoluent au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'histoire d'Akeros. Fait que ça demandait aussi qu'on s'assure qu'il n'y ait pas trop de gap de puissance là, entre les anciens et les nouveaux joueurs. Niveau objectif des changements du système, un de nos objectifs, c'était de moderniser puis simplifier le système de combat. On voulait simplifier les mathématiques, réduire les nombres, autant pour les dégâts que les PV, que pour l'ensemble du système, pour rendre ça une mathématique plus accessible, plus facile là, pour la plupart des gens. On voulait rendre aussi les combats plus fluides, puis que ça soit plus comprenable pour des personnes qui puissent commencer les GN. Fait que le système de combat, euh, il tient dans l'intérieur des 10 premières pages du manuel, là, ce que je pense qui est un bon feature pour nous, puis rendre ça accessible. Un autre objectif, c'est de retirer les tasks, les arrêts de jeu. Pour beaucoup de personnes, dont moi, c'est une des raisons principales là, de la refonte du système. Pour d'autres qui pouvaient être attachés à ça, une des raisons principales là, pour l'expliquer, c'est que les tasks, c'est une mécanique qui est soutenable seulement dans un petit GN là, de 30 à 40 joueurs. Là, si on monte à plus que ça, si on arrive à 60, c'est plus quelque chose qui est gérable, là, ça fait trop d'arrêts. Puis comme les terrains de GN ont des prix assez élevés maintenant qu'on ne peut plus se payer à moins de 60 joueurs, ben, ça devenait une évidence là, que l'avenir du GN passait en partie par là. Aussi, on souhaitait être accueillant puis facile d'approche pour les nouveaux joueurs. Je l'ai mentionné un petit peu dans la simplification, mais ça voulait aussi dire qu'on évite les gros gaps de puissance entre les personnages, puis qu'on introduit des soft caps là, pour rendre que les personnages plus anciens aient pas trop d'avance là, sur les nouveaux personnages. On s'éloigne aussi du système où qu'un personnage peut être surpuissant puis faire tout par lui-même, là. On est plus dans un système de coopération puis de collaboration où ça prend plusieurs personnes là, pour être capable d'atteindre des objectifs. On voulait aussi donner de l'amour au système de crafting puis à l'économie. Ça a été relevé là, dès le départ, quand on a commencé la création de nouveaux systèmes, qu'on voulait que ça soit central à l'expérience. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mécaniques qui dépendent d'objets puis qui dépendent du crafting pour fonctionner. Comme vous pouvez voir, la médecine, il y a il y a beaucoup de choses qui sont reliées entre eux là, qui vont dépendre de crafting puis d'éléments que les joueurs vont pouvoir faire. On a cherché aussi justement à rendre le crafting plus interactif puis moins passif pour rendre une plus belle expérience de crafting, là, qui a un côté de découverte aussi là-dedans, là, qui est une des thématiques setting. Puis on a voulu investir dans la qualité sur la quantité. Le système est construit pour que les joueurs aient besoin de prendre des pauses entre les combats pour se guérir, réparer leurs armures, récupérer leurs capacités. Ça vient aussi d'une intention de notre part qui est de réduire la quantité d'événements mobbing dans notre offre. Puis pour ceux qui sont jamais venus à des événements d'Akeras, là, je veux vous rassurer, là, on avait une quantité très haute là, d'événements mobbing, là, fait on risque d'être quand même au-dessus de la plupart des autres GN en tant avec les animations de combat. Mais c'est ça, on voulait se laisser de la place pour d'autres choses, là, niveau de avoir des plus longues scènes RP, puis pouvoir passer plus de temps avec les joueurs, là, puis à développer les relations des personnages. Euh, donc, on va avoir des objectifs de show, don't tell dans le GN aussi, là. Donc, d'avoir des proxys physiques, des mécaniques physiques, puis des supports visuels euh, le plus souvent possible là, à la place des descriptions. Fait que ça, c'est pour vous donner une idée des objectifs là, qui viennent avec la refonte du système. Puis là, à travers tout ça, on a essayé de garder le flavor d'Akeros, donc d'essayer de garder la plupart des noms existants, des types de skills qu'il y avait, les voix. Fait qu'on a essayé de rester fidèle à ce qui était à Keras, puis qu'est-ce qui faisait notre différence au niveau système, mais dans un moule plus moderne. Euh, Petit point là, sur les features du système.
Comme j'ai dit, l'essence du système de combat tient sur 10 pages, dont vraiment 7 là, si on enlève les 2 pages de table des matières plus la page couverture. Il est très épuré. L'entièreté du système que les gens ont à savoir tiennent sur les 20 premières pages. Fait que là, on compte le système de combat, les actions, les mécaniques de jeu. Puis le reste du système, ben, c'est essentiellement des rappels, puis comment que c'est possible de faire ces habiletés-là qui tiennent sur les 20 20 premières pages. Donc, ceci conclut mon petit point. Je vais laisser la parole à PO pour le prochain point qui est En fait, présentation. si je peux me permettre rapidement, il y a une question qui vient d'arriver qui est comme directement en lien avec ce que tu veux dire. Donc, Oui. peut-être que je Je peux. regarde pas les questions, fait que Ouais, ouais. je laisse. Peut-être que je me permettrais d'y répondre. Là, on a Alex Dion qui nous demande s'il va quand même y avoir du mobbing. Oui, oui, absolument. Là, juste pour clarifier notre intention, ça ne changera pas tant que ça par rapport à avant. Il va y avoir des événements de combat plus en gros, rangée contre rangée, plus épiques, etc. Il va aussi avoir des trucs un petit peu plus small scale, des monstres dans le bois qui se promènent, des dangers sur l'île, etc. Donc là-dessus, on ne changera pas tant que ça ce qu'on fait avant. Puis comme Pascal a dit, là, on va faire quand même beaucoup plus, j'ai l'impression, de combats que la moyenne des GN du Québec. On va juste descendre un petit peu la quantité pour pas, vous soigner une vague de monstres à toutes les heures, puis comme commencer à faire de l'anxiété à la cabane d'anime quand ça fait 8 minutes qu'il n'y a pas un monstre qui est sorti. On préfère en faire un tout petit peu moins, mais que la séance de mobbing soit plus haute, que nos costumes soient plus fignolés, etc. Fait qu'on baisse un tout petit peu la quantité pour investir dans la qualité, mais on reste un GN PVE et il y aura du combat en conséquence. Ne partez pas en peur avec ça. Bonne précision. Merci, messieurs. Je continue sur la partie setting. Donc, juste un petit rappel sur où est-ce qu'on s'en va. Comme Pascal a dit, les thèmes de l'année, ça va être la découverte puis l'exploration. Donc, toute notre histoire a été montée autour de ces deux thèmes-là. Tous les choix qu'on a fait, autant dans le bestiaire que dans le manuel, c'est toujours recentré sur la découverte puis l'exploration. Puis, la première consigne qu'on s'est donnée au départ, c'est qu'on faisait un bond de 400 ans dans le futur. On restait dans le même monde parce que c'est le monde d'Aqueras. Mais en étant plus loin dans le futur, après un cataclysme, il y a pas aucun ancien joueur qui va pouvoir dire j'ai un avantage sur un autre joueur. Tout le monde repart du même pied. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir des clins d'œil, des choses qu'on va glisser dans l'histoire juste pour dire hey les anciens, est-ce que vous vous en rappelez? Puis on va se faire des petits sourires avec ça. Mais c'est jamais rien d'assez gros pour donner un avantage à quelqu'un. Donc, tout ça, c'est la partie setting en tant que telle, l'histoire. Euh, donc, dans le futur, euh, voyons, Marius aura été un bon roi, le dernier bon roi des Terres du Centre. Puis, euh, suite à la bisbille entre les différents duchés, la famille Salassane a fini par prendre le pouvoir. Ça voudra dire des choses à ceux qui connaissent notre vieux setting. Puis, cette famille-là n'était pas suffisamment rassembleuse pour que tout le monde reste avec eux dans le pays des Terres du Centre. Ça a fait que chaque cité est partie de son bord, puis a choisi de fonder une cité-État qui était devenue autonome, qui était capable de s'arranger sans faire affaire avec les autres duchés aux côtés. Personne ne sait qui est la première cité à avoir fait le choix, mais au final, les 5 cités-États ont choisi de partir chacun de leur bord. Éventuellement, il y a eu un détrônement dans les dernières années de la famille Salassane, puis une nouvelle personne de la famille Vielgorn a pris le trône de Cœur Flamboyant. Là, aujourd'hui, c'est l'impératrice qui contrôle Cœur Flamboyant. Puis, lorsqu'elle a reçu les nouvelles de la nouvelle île qui avait été découverte, sur laquelle il y a l'Archéon, la nouvelle ressource que tout le monde pense pourra euh, amener le royaume vers l'avenir, ben, l'Empire maintenant. Euh, donc, l'impératrice a réussi à fédérer les 5 cités-États puis à les convaincre de former la compagnie impériale pour aller explorer la nouvelle île. Donc, ça, c'est ce qui mène à le début de la première partie. On a parlé de mobbing, on a dit qu'on allait en donner moins, mais on va aussi en donner de meilleure qualité. On n'aura plus de squelettes qui arrivent juste parce que c'est un squelette puis ça se traîne dans les bois.
On a divisé tous nos mobs dans des familles de mobs qui ont des histoires ensemble, qui ont des raisons, qui ont des objectifs. Donc, ça, c'est surtout les braves, je pense, qui vont le découvrir. Ils vont pouvoir voir qu'est-ce que ce mob-là cherche, pourquoi il est là, pourquoi est-ce qu'il vient nous attaquer. Puis, il y aura plus juste de monstres aléatoires qui se pointent au village, puis miam miam, je vais manger, puis je viens bûcher du joueur. Les monstres vont être catégorisés, puis vous allez pouvoir suivre cette histoire-là aussi. Fait que je pense que ça fait le tour. J'espère que vous avez regardé le vidéo promo. Va vous donner plus d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé pour que les cités-États se rendent sur l'île. Puis, si jamais vous avez d'autres questions sur les settings, on sera là ce soir pour y répondre. À vous, Sébastien. À moi? De faire quoi? Je sais pas la suite. La Lire les suite? questions. Ah, les questions du AMA ou Oui. du fichier Excel? Ben, du fichier Excel, ils ont été mis dans le fichier Excel. Ah, mais Fait que toi, tu lis, puis nous, on répond. OK, mais je savais tellement qu'il fallait que je fasse ça à l'instant. Je vais juste aller. Euh, Point bonus si tu peux imiter la personne qui l'a écrit. Oh! Puis les autres devinent, hein. OK. OK. Ça sera pas long. Je t'envoie le lien. Non, c'est bon, je l'ai. OK. Donc, c'est même numéroté, puis tout. Tabarnouche, les gars, vous êtes. OK. Ainsi donc, la première question vient de Rachel Roy, qui nous demande qu'elle n'est pas certaine de bien comprendre. Elle n'a pas besoin de capacités particulières pour se promener dans un champ et ramasser des plantes communes pour mes recettes d'alchimie, sauf si c'est pendant une quête. Alors là, j'ai besoin de cueillette. Je vais prendre cette question-là. En fait, pour cueillir des plantes, que ce soit les plantes communes ou n'importe quelle plante, les plantes communes qui vont se collecter dans la forêt, ça va prendre la capacité cueillette. La capacité cueillette va aussi permettre de le faire dans des quêtes, là, ça va arriver un peu moins souvent. Mais pour cueillir les plantes communes, ça va prendre la capacité cueillette. Il va y avoir des précisions qui vont venir aussi à ce niveau-là sur comment on fait la cueillette de façon respectueuse. Nous, on va conseiller d'avoir des ciseaux pour les plantes et des gants pour les manipuler. Puis on va pouvoir aussi donner plus de précision sur la quantité à ramasser, quand les ramasser là, pour éviter la surcueil. Là. Donc, on va pouvoir faire des rappels au début de chaque partie, mais on va le mettre aussi en manuel là, pour que ça soit mieux écrit. Merveilleux. Et là, on m'annonce à l'instant qu'on a 51 questions. Fait qu'il va falloir que ça roule quand même si on veut que ça dure dans un délai raisonnable. Donc, OK. tenez-vous pas. Tu les fasses, je pense que ça va peut-être être plus vite si je réponds puis je le dis en même temps ou. Non. OK. Donc, deuxième question de Simon qui nous demande est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui pourra se faire ou non lors de la phase de marchandage? Oui, le marchandage va être en 3 phases, là. Une phase, ça va être des objets, plus que des cargaisons là, qui vont être utilisés dans le jazz. Il va y avoir des objets plus puissants, plus rares, des plans, des lots de ressources. Puis dans la deuxième phase, il va y avoir des objets, des choses qui vont peut-être être un petit peu plus larges, là, puis que les joueurs vont pouvoir acheter avec des florins aussi, là. Puis la troisième, ça va être des objets que les joueurs vont mettre à l'encan eux-mêmes. Excellent. J'espère que ça répond à la question. Il va falloir assumer que oui ou trop pire, écrivez-le dans le chat. Ensuite, question 3, par rapport à la construction de personnage, que veut dire le terme à l'ouverture du personnage? Est-ce que c'est à chaque partie ou est-ce seulement au début de son aventure sur Terra Novella? Je crois que à chaque fois qu'on l'a utilisé dans le manuel, c'était pour dire au début de chaque partie, là, quand on fait l'ouverture de personnage. Mais il faudrait voir avec le contexte, là, s'il y a des contextes spécifiques, là. Peut-être que ça a été utilisé à la création, mais je ne crois pas. Oui, parce que dans le fond, idéalement, il y a la création, puis il y a l'ouverture, mais effectivement. Ouais. Ensuite, toujours par Simon, les jetons de contrebande peuvent-ils être accumulés avec les parties? Sinon, comment pourrions-nous aller chercher de la fausse pièce en or? La réponse longue, c'est oui. Voilà, vous pouvez les accumuler.
Ensuite, on passe à Marc-André. Donc, première question, le statut intoxiqué est le seul statut qui n'est pas infligé par un adversaire. Je voulais donc confirmer si on peut quand même appliquer une résistance physique ou utiliser Indomptable pour le contrer, et donc boire 2 potions de suite ou 3 si on veut utiliser les 2 compétences de suite. Euh, Tu peux pas utiliser une résistance physique pour le contrer, vu que c'est toi qui t'inflige le propre statut en buvant une potion. Mais tu pourrais utiliser la capacité indomptable pour t'enlever le statut. Bon, ça pourrait être précisé dans le manuel. Excellent. Toujours par Marc-André. Qu'arrive-t-il si on bloque une attaque critique avec notre arme? Le membre qui tient l'arme est brisé. Je ne sais pas si c'était précisé, j'ai l'impression que oui, mais je pourrais le préciser sinon, là. OK. Ensuite, si on passe le 5 minutes d'agonie sans être sauvé, on se relève à 1 PV. A-t-on des conséquences liées à ça, perte de mémoire par exemple? Non, le seul moment que vous vous rappelez pas, c'est le moment que vous étiez inconscient, là, en gisant par terre dans votre flaque de sang, mais vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé avant, puis puis après, là. Ensuite, le maximum de points d'armure est maintenant 4. Une armure complète en métal légendaire donne 4 PA, donc un personnage avec cette armure ne peut bénéficier de sa compétence armure efficace. Exact. On ne pourra pas monter plus que 4, puis dépasser le maximum de points de vie qui est de 10. Mais il va y avoir d'autres types d'armures qui vont donner d'autres capacités là, qui ne sont pas d'avoir plus de PA, là. Donc, un personnage qui a ce skill-là pour aller utiliser d'autres armures comme ça. Donc, la prochaine question est dodue. Donc, les épingles de vol à la tire ont une valeur marchande de 5 florins. Chaque voleur en reçoit à chaque partie un nombre égal à son niveau de vol, 1 à 3. Et ce sont les seules personnes qui peuvent les garder entre les parties. Un contrebandier qui n'a pas vol à la tire peut en acheter, mais pas les garder? Bonne interrogation. Exact. Peut-on s'échanger, vendre entre joueurs des épingles de vol? Oui, c'est des objets. Ensuite, si je possède une épingle et que je subis un vol à 2 épingles, est-ce que je peux baisser la qualité du vol en utilisant mon épingle? Oui, tu peux utiliser un épingle pour te faire voler une pièce à la place de 2. Il y a peut-être une précision à faire, là. Je comprends le sens de la première question. Puis on pourra y revenir, là, possiblement, pour le contrebandier. Parce que le but, c'était surtout que les gens qui se font faire des vols à la tire, qui se font déplacer des épingles, puis qui les gardent là, pour, après s'être fait voler, ils viennent les retourner à l'animation. Donc, si jamais on pourra peut-être le rendre plus clair, puis que les objets qui sont achetés ou qui sont craftés là, d'épingles, là, ou comme les vols à la tire, là, qui puissent être gardés là, quand ils ont été achetés, là, parce que je comprends le sens de la question, là. On l'ajoutera dans la prochaine mesure du système, là, dans le prochain erratum. Ensuite, si je remarque une épingle de vol sur moi avant que le joueur ne déclare son vol parce qu'il voulait en épingler plus, que se passe-t-il? Est-ce que le vol est annulé ou simplement de niveau 1? Euh, Même chose, on va pouvoir le préciser, mais si vous remarquez que vous avez un épingle sur vous avant qu'il y ait une déclaration de vol, ça va être annulé. Le vol n'est pas réussi. Si on tente de faire un vol à la tire sur quelqu'un qui n'a rien de volable ou dans une poche secrète, qui garde les épingles? La personne qui a tenté le vol à la tire, si elle a rien, si elle n'a pas réussi son vol, elle va pouvoir garder ses épingles. Excellent. Donc, on m'a écrit par Facebook de préciser qu'est-ce qui se passe. Mettons qu'on se fait tuer par quelqu'un. Est-ce qu'on sait qui nous a tués? Ben, si vous l'avez vu. Donc, si vous regardez devant vous, vous n'entendez rien, vous voyez rien, puis une dague fait chouic, que vous êtes mort, non, vous ne savez pas c'est qui. Mais si par contre, il y a quelqu'un qui vous a chargé avec de l'écume et que vous avez essayé de vous défendre, mais sans succès, oui, vous savez qui vous a tué. Je dis des niaiseries, Pascal? Non. Merveilleux. Ensuite, la façon dont le système est bâti, il me semble encourager les gens qui n'assistent qu'à 1 ou 2 parties par an à se repartir des nouveaux personnages pour gagner en force l'année suivante. Le joueur assiste à une partie, ne dépense pas son XP et refait un perso à 16 au début de l'année suivante. Sinon, ce même joueur n'aurait que 12 XP à sa première partie de l'an 2, moins qu'un nouveau. Bonne question. J'ai lu la question au complet.
C'est un bon point. Ça n'avait pas été remarqué. On va regarder pour une solution pour ça. Là, probablement mettre un plafond d'XP qu'un joueur peut savoir là, dans la même année là, pour qu'on puisse investir plus en gardant, dépasser tout le monde en gardant ses XP puis arriver année 2 ou 3 avec plus d'XP que n'importe qui sur un personnage. Là. Fait que la solution, c'est peut-être de mettre un maximum d'XP euh, par année qui va être égal à un joueur qui aurait été là à toutes les games. Là. Euh, donc, je pose la question suivante, c'est ça? Oui, puis si tu as des précisions, là, je sais pas si ça répond à la question, Marc-André, là, mais moi j'ai compris là, ce que tu entendais par là, là. Ça va être adressé. La réduction du coût des ressources de la compétence prospecteur est-elle cumulative avec les métiers de collecte? Oui, le minimum va toujours être de 1, même si quelque chose pourrait le descendre dessous avec prospecteur, là, ce qui ne devrait pas arriver parce que probablement que ça va être des ressources plus rares là, qui vont avoir droit aux skills de prospecteur qui vont être découvertes pendant l'année. Puis j'ai remarqué aussi une typo là, qui est la prochaine question aussi, là, que Pierre est à 1 point, là, ça devrait être 2 points. Fait que le minimum, c'est tout le temps 1 point de ressources là, avec Collect. OK. Donc, ça, tu as répondu. Je passe à l'autre d'après. Les Oui. points de contrebande sont-ils cumulables ou échangeables? Oui, ben, on l'avait déjà répondu, là, mais oui, les gens vont pouvoir garder leurs points de contrebande. Ensuite, Puis les échanger. Ah, oui, excuse. A-t-on besoin du métier de collecte herboriste pour ramasser les ressources herboristes et de petites cueillettes sur le terrain? Ça qu'on a déjà répondu. Oui, ça on l'a dit, oui. Parfait. A-t-on un temps de collecte et ou une quantité nécessaire? Oui, il n'y a pas de temps de collecte, là, c'est de le collecter pour vrai. La quantité, on va le préciser, là, on va faire des rappels souvent, là, mais on veut prendre le minimum là, pour pas non plus surcueillir puis abîmer la nature. Là. Fait qu'on va prendre le minimum, puis ça va être de le prendre avant d'aller faire une potion, là, pas de se tâcher puis hoarder des trucs de cueillir. Fait qu'on va juste essayer de collecter qu'est-ce qu'on va avoir besoin, là, puis éviter de surcueillir. Ensuite, le sel et le miel sont-ils périssables? Oui, le miel est périssable. Non, c'est pas vrai. Le sel puis le miel sont pas périssables. Je sais pas si ça a été demandé parce qu'il était peut-être pas dans la bonne catégorie dans les tableaux, là, puis ça dit que c'était périssable, mais ils ne sauront pas. Là. Je ne croirais pas, par exemple. Là. Il me semble que ça ne devait pas être périssable. Est-ce qu'il y a un prérequis d'outils pour créer certains objets? Un marteau pour les réparations ou pinceau pour la création de toiles, par exemple? Si oui, ce serait bien de les avoir dans le tableau pour que les joueurs puissent arriver préparés. En fait, comment qu'on va fonctionner, c'est qu'il va y avoir des stations de crafting sur le terrain que l'animation va mettre en place. Là. On va avoir une forge avec des outils de forge, une place d'alchimie avec des outils d'alchimie. On vous encourage cependant à apporter des outils qui seraient liés à vos capacités, là, si vous voulez ajouter à votre décorum puis pouvoir l'utiliser dans ces endroits-là. Euh, mais il va y avoir quelque chose en place, là, même si vous n'avez pas nécessairement ces outils-là. Là. Pour ce qui est de peintre, par exemple, on n'aura pas des pinceaux là, pour vous permettre de peindre. Là. Donc, si vous voulez peindre pour vrai, là, je vous conseille d'apporter des pinceaux. Là. Ensuite, quand aurons-nous plus d'infos sur sur le système de propriété? D'ici la deuxième partie, ou Ensuite, à la deuxième partie. merveilleux. Les cargaisons qui servent pour les bâtiments des cités-États sont-elles seulement disponibles en utilisant ces bâtiments durant le jazz et durant la phase 1 de l'encan? Si c'est le cas, les cités-États sans marchands n'auront jamais de bâtiments et jamais de cargaison. Donc, je vais me permettre de répondre. Ça concerne un système sur lequel les rumeurs suggèrent que j'ai beaucoup travaillé. Donc, pour ceux qui auront remarqué, parmi les bâtiments de cité-État, une série sont des bâtiments de production qui permettent, en échange d'ouvriers qui sont fournis par le guillemets QG, d'extraire et de produire justement des cargaisons de matériaux de base. Donc, c'est non seulement la phase de marchandage, ça pourrait être des quêtes, une quête à la pièce qui en donne, mais aussi les bâtiments de production des cités-États devraient être investis si vous voulez que votre cité-État prospère.
On vous encourage, toutes les cités États, à avoir des marchands, cependant, pour pouvoir participer Ouais, parce que si vous attendez de aux tout enchères. trouver dans des quêtes, ça se peut que ça soit un petit peu long de se partir un bâtiment. Ensuite, serait-il possible d'ajouter la durée de vie des ressources dans le tableau? On va peut-être je vais mettre une note là, au-dessus des tableaux là, pour dire quel type de ressources qui périment, là, parce il n'y a pas tant de péremption que ça, là, à part les ingrédients de cuisine, puis certaines plantes, là. Donc, je vais les rajouter, là, mais ce sera peut-être pas une autre colonne parce qu'on arrive au maximum de colonnes pour que ce soit lisible là, dans ce manuel-là. Ensuite, il y a des mentions que les objets doivent être créés dans des lieux spécifiques, ce dont on vient de parler. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter ces lieux dans les tableaux des plans de création? Et on note aussi que le tableau serait peut-être plus facile à lire s'il y en avait un par métier au lieu de tout mélanger. Bon point, ça a été amené aussi par quelqu'un d'autre pour les tableaux. On va travailler sur une deuxième version là, du manuel, puis on va essayer de rendre ça plus optimal, là. On pourra mettre les stations par métier aussi. Ensuite, dans le tableau d'artisanat, vêtements communs, chaud commun n'a pas de valeur. Non, c'est un typo, ça sera ajouté. Et dernière question, mais non la moindre, de Marc-André, serait-il possible d'étendre à toute voie sournoise la possibilité de garder les épingles de vol à la tire entre les parties plutôt que juste ceux qui ont cette compétence? Probablement la correction que je ferais, c'est que les épingles qui ont été achetées ou eues avec contrebande ou d'une autre façon peuvent être conservées comparativement à ceux qui ont été mis, que les gens ont essayé de vous voler avec puis que vous avez conservé là, pour les gens qui ont été victimes de vol à la tire. Fait que ça sera un temps, je tenterai de le reworder pour que ça soit le plus. Vol à la tire était très difficile à worder, là. Je pense que ça a pris beaucoup de tentatives. Mais je vais travailler sur le wording et sur le balancement là, une autre fois là, d'ici pour une version 1.1. All right. On passe maintenant aux questions de Nicolas. Donc, première, si je comprends bien, le marchandage ne sert qu'au début d'une partie. Si ce narratif rend. Si on barre les trucs pendant que j'ai lu, ça va moins bien. Donc, si le narratif rend ce marché inutile, vide, toute la capacité ne sert à rien, je pense que je comprends pas le wording de ça. Je ne suis pas sûr de comprendre la question non plus ou si c'est une question. Euh, Est-ce que Nicolas est là? Nicolas est là. Je ne crois pas. Oui, il est là. Ah, Je vais te démuter et si tu peux clarifier la question, c'est gentil. Bon, prochain point. Est-ce que l'achat d'une ressource donne vraiment qu'une ressource? Parce que 27 florins pour une ressource, même si c'est légendaire, qui va possiblement se gaspiller à la fin de la partie, ça semble excessif et empêche la possibilité d'un commerce. euh, la réponse courte est oui. C'est juste une ressource, là. Acheter une ressource, il y a des points de ressources, fait que c'est possible d'acheter d'autres ressources qui ne périment pas ou d'acheter pas juste une ressource légendaire, là. L'objectif, c'est d'utiliser ces ressources-là pour plusieurs choses, là. Pourquoi en ce moment, il y a des petites questions qui sont plus des recommandations que des questions. Pourquoi en ce moment on peut acheter un fruit si la seule recette l'utilisant en utilise trois? Ça semble compliquer les choses pour rien. En fait, les recettes là, sont pas toutes disponibles. Et il va y avoir d'autres recettes qui vont être découvertes en jeu qui utiliseront plus de fruits. Les recettes, ça va vraiment être le type de plan qui va avoir le plus d'itérations différentes, là. Il va y avoir beaucoup de types de recettes. Fait que puis vous allez pouvoir en découvrir beaucoup là, avec la cuisine. Donc, il va y avoir des recettes qui vont utiliser plus de fruits qui sont juste pas encore dans le, dans le, dans le manuel. Là, je vais passer l'autre question. Soyez avisés, si vos questions sont des suggestions de modifications, il se peut que je les saute et qu'on les traite comme telles. Ce soir, ce n'est pas pour les recommandations de suggestions de modification système, c'est vraiment pour des trucs à clarifier
De votre côté, ceci dit, on va les étudier quand on regardera le bout du formulaire qui portait spécifiquement sur les suggestions de modification système. Donc, je vais passer à Rachel qui nous dit il semble plus coûteux en ressources pour alchimie à niveau égal pour créer quelque chose comparativement à artisanat et ou médecine. Est-ce que c'est voulu? En fait, le balancement d'alchimie est un petit peu différent, vu que alchimie, ben, tout le monde peut boire une potion, puis tout le monde peut a l'effet instantanément, là, ce qui est différent de, mettons, affûtage, qui était un des exemples que tu avais donné avec poison, parce qu'affûtage prend 15 minutes à faire, fait que ça peut pas être fait en combat, contrairement au poison 1. Puis Minotaure rouge, ben, n'importe qui peut boire la potion. Le bandage, il doit être appliqué par un médecin qui a et les équipements et la capacité pour le faire. Fait qu'à l'alchimie, c'est plus quelque chose que tu peux garder puis utiliser quand tu en as besoin, que n'importe qui peut utiliser, comparativement aux autres métiers que soit ça prend quelqu'un qui a la compétence qui le fait à ce moment-là, soit ça prend euh, soit c'est ça. Ça prend des ressources aussi, là. D'autres ressources, oui. Vas-y, Ah, Rachel, je pense que c'est muté. merveilleux. Rachel veut parler, mais on l'entend pas. Ah, euh, Là, M'entendez-vous déjà? m'entendez-vous? Oui, on ouais. t'entend. Là, m'entendez-vous? OK. Oui. Fait que moi, ce que je vois, c'est que pour faire de la chimie, ça me prend 30 minutes, 17 florins de ressources pour faire un 2 PV plus donner le statut intoxiqué à quelqu'un. Médecine, ça va prendre 5 minutes, 7 florins de ressources, puis il est full PV. Puis de la cuisine, ben, ça va prendre 30 minutes, 15 florins, puis 3 PV. Ça me semble un petit peu débalancé à mon avis. Ben, si Mais on y ça, va c'est juste pour juste les mon points de avis. vie, ouais, ben, les points de vie, c'est pas la force de l'alchimie non plus, Non, là. non, non, mais les points de vie, puis le temps. Ouais, mais c'est ça, mais juste, qu'est-ce que je veux dire, c'est que l'alchimie n'est pas focusée sur la guérison, comparativement, à la médecine, puis à ce que la cuisine peut faire. Mais vas-y, je pense que tu avais d'autres choses que tu voulais dire. OK. Non, non, j'essaie juste de voir c'est quoi mon avantage de faire de la chimie par rapport au reste parce que j'ai comparé puis ça coûte vraiment plus cher pour tout dans la chimie que dans les autres compétences. OK. Ben, l'alchimie a certaines recettes, certains effets qui peuvent pas être faits par la cuisine. Puis comme mentionné, pour manger la cuisine, mais ça prend du temps. Tu peux pas le manger en combat. Donc, tu peux pas avoir ces effets-là quand que tu veux. Puis pour qu'est-ce qui est de la médecine, mais ça prend le médecin qui fait aussi de la compétence sur toi. Fait que vous êtes deux personnes à pas pouvoir être dans un combat là, quand que vous le faites guérir ou que vous faites. Ben, la médecine, c'est beaucoup basé sur la guérison, là. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet qui te booste, là, comparativement à l'alchimie. Ben, tu peux boire une potion puis avoir une parade. Fait que ça, tu peux l'utiliser à peu près n'importe quand, là. N'importe qui peut l'utiliser. Fait qu'il y a vraiment ce balancement-là d'alchimie qui a tout le temps été un petit peu différent, que c'est que ça permet à du monde qui n'ont pas payé d'XP d'avoir des effets sur eux instantanément, là. C'est un peu ça dans l'ancien système aussi. Par exemple, Minotaure rouge comparé à une guérison faite par un prêtre talentueux, là, c'était pas fargeux, là. Mais tu peux t'en popper 32 en tant que guerrier si tu es très riche. Ainsi donc, prochaine question de Étienne. Est-ce qu'un personnage qui a crochetage à 3 commence sa création avec chacun des outils? Non. C'est. On regardera peut-être pour la première partie, là, voir si on fait différent, là, juste pour. C'est aussi Comment ça possible doit voir. que si jamais il y a une quête qui nécessite d'utiliser crochetage, peut-être qu'on pourra fournir les outils exceptionnellement pour la première fois, là. Est-ce qu'on peut recycler les lames de base, celles de départ? Ben, j'ai l'impression, là, corrige-moi, Étienne, si t'es là, mais j'ai l'impression que c'était pour recycler vos propres épées que vous apportez au GN pour avoir un glitch d'infini ressources. Fait que la réponse à ça, ce serait non. Mais si on crée un arme de base ou un armure de base qui est un objet plus de trade, ouais, c'est possible de les recycler là, au même titre que n'importe quel objet qui a été créé avec des ressources, là. Ouais, on t'entend pas, je vois que tu parles. Hmm. Non, on t'entend pas, ton micro te pick Mhm. up pas, malheureusement. C'est bon,
Il va nous écrire. Mais oui, juste pour refaire un petit commentaire, une modification de ce que j'ai dit tantôt, j'ai dit popper 32 potions. On m'a rappelé que les points d'intoxication ne le permettent pas. Donc, il y a un certain nombre de potions attend que vous soyez capés par vos points d'intoxication. Est-ce que je passe à la question d'après ou j'attends que M. Oui. Ouellet nous écrive? OK, donc, je pense qu'il va écrire. Parfait, je répondrai quand ce sera écrit. Aurons-nous des bâtiments par groupe comme nous avions eu avec les factions pour y déposer notre stock où on peut laisser nos choses en jeu? Oui, je vais y aller pour celle-là. Non, il n'y aura pas de bâtiment de faction cette année parce que dans nos thèmes, il y a l'exploration puis la découverte. Donc, ce serait pas bien pour nos thèmes que vous arriviez et qu'il y ait déjà des bâtiments qui sont érigés. Euh, on n'aura pas autant de bâtiments que ce qu'on avait à Mascouche, mais on va avoir des meilleurs bâtiments selon nous. Il y aura l'électricité, il y aura des bâtiments à plusieurs étages. Donc, d'après nous, c'est mieux. Par contre, il y aura des lieux pour les réunions de cité, parce que ça va continuer à se tenir, ces choses-là. Ça va être des endroits qui vont être réutilisés avec le temps. Donc, ça pourrait être judicieux d'aménager à ces endroits-là une place pour déposer vos choses pour pas que vous les cherchiez. Aussi, le stationnement est très proche. On n'est plus dans le temps là, de Mascouche où est-ce qu'on devait descendre une côte avec une corde d'escalade là, pour pouvoir accéder au terrain. Le stationnement est littéralement de l'autre côté de la rue. Fait que si vous avez besoin de garder des objets qui soient semi-proches, c'est pas nécessairement dans vos poches, mais accessibles, vos voitures vont être là. Euh, il y a aussi des mécaniques qui sont en discussion là, pour pouvoir déposer vos choses sans pouvoir vous les faire voler, mais qu'elles soient pas directement accessibles en tout temps. Mais c'est pas des choses qui seront offertes dès l'arrivée sur l'île. Fait que j'espère que ça répond bien à la question. Avant de passer à la prochaine question, concernant les objets d'armes de base dans le manuel, mettons l'épée longue ou l'armure de whatever, euh, dans le fond, c'est juste pour clarifier, votre personnage, on garde le système de l'année passée, soit l'équipement de ton personnage, tant qu'il n'est pas un maître magique là, ou quoi que ce soit, c'est celui que tu amènes. Si tu arrives en full plate avec un bouclier puis 3 Warhammer à ta ceinture, c'est l'équipement de ton personnage. Okay? Cet équipement-là, il n'a pas de valeur en soi et vous l'avez si vous l'apportez en jeu et c'est tout. Par contre, la raison pourquoi il y a, mettons, armure de base dans les objets qu'on peut crafter dans le système, c'est parce qu'il se pourrait, mettons, dans le cadre d'une quest, qu'on va dire, je sais pas moi, le responsable de la milice va voir la guilde des artisans, puis il dit, j'aurais besoin de 3 armures de plate partielles pour la prochaine game pour équiper mes miliciens. Mettons, je dis n'importe quoi. Ben là, le système de crafting te dit c'est quoi que ça prend pour faire ces armures-là. Mais c'est vraiment, dans le fond, c'est des objets qui ne sont pas faits pour vos personnages. C'est vraiment des objets de monnaie d'échange qui pourraient être créés pour des quêtes à la pièce, des demandes à la pièce. Vous n'avez pas à les créer pour votre personnage. Vous n'avez pas besoin de vous créer votre propre full plate. Si vous l'avez hors game, vous l'avez in-game. Évidemment, vous ne pouvez pas la vendre, on s'entend. Donc, les artisans ont la possibilité de créer essentiellement des prérequis de quest qui sont des armures partielles, complètes, à armes de tout type. Mais ça serait vraiment pour remplir une demande dans le cadre d'une mission quelconque et vous n'avez pas besoin de les faire pour votre équipement personnel, outre bien sûr l'équipement de qualité supérieure, genre les trucs maîtres ou plus. Je ne sais pas si ça répond à la question d'Étienne. Moi aussi, j'avais eu la question quand j'avais lu le manuel, si ça peut vous rassurer. Ensuite, est-ce qu'on va avoir accès à l'application Mency et si oui, quand? Non, on l'aura pas pour la première partie. On espère de l'obtenir pour la deuxième. On se base sur la stratégie de Wizards of the Coast de vous donner les règles pour commencer, après ça améliorer ce qui s'en vient. Puis on va rendre à votre disposition des fiches de personnages également qui vous permettront de monter votre personnage là, pour la première partie. On mettra ça en ligne et sur Facebook, et etc. Ensuite, comment faire de l'eau bénite? Il n'y en a pas pour l'instant dans le système, mais on ne ferme pas la porte à ce que ça soit une recette découvrable en jeu, là. Il y a beaucoup de recettes, là, comme je l'ai mentionné dans le système de manuel de création.
C'est plus un guide de référence pour donner une idée de qu'est-ce qui est possible. Il y a d'autres choses qui vont être rajoutées, qui vont être découvrables en jeu là, en termes de recettes. C'est juste que vous ne pouvez pas commencer avec. Là. Ça n'en fait pas partie, mais ça pourrait l'être éventuellement. Et juste clarifier, même si la liste de certains objets sont mis dans le manuel du crafting, les joueurs doivent quand même trouver les recettes pour pouvoir crafter, right? Exact. Lorsque les joueurs achètent un skill qui leur donne un niveau d'artisanat, ils peuvent avoir une recette gratuite avec ça, qui peut être pris dans la liste qui ont accès. Mais pour pouvoir faire ces objets-là, créer les objets, ça prend le plan. Le manuel de crafting, c'est juste là pour vous donner une idée de c'est quoi les plans qui sont existants. Mais ils vont devoir être soit tradés, soit copiés, soit achetés en jeu, là, les plans, qui vont contenir les ressources, les étapes de création, hein, puis les prérequis pour chacune des créations. Excellent. Ensuite, les questions de Chain Cox. Est-ce que les jetons se stackent entre membres d'un même groupe, par exemple, ressources, marchandages, contrebande? On l'avait répondu, ressources, non. Ça doit être utilisé à l'ouverture du personnage. Les points, les autres sont perdus. Marchandage, ça va être des objets physiques qui peuvent être échangés, puis conservés, puis contrebande aussi. Et je le dis comme ça, même chose pour les points d'influence du jeu d'exploration stratégique. Donc, c'est une monnaie qui s'échange, c'est-à-dire que n'importe quel personnage, même ceux qui n'ont pas notoriété, peuvent en obtenir comme récompense de quête et autres. Et vous aurez les jetons physiquement dans vos mains. Ils sont très beaux d'ailleurs. On est en train de faire des tests de pyrogravure. Et vous pourrez les échanger entre vous, les pouler ensemble pour faire une mission. Parce que oui, vous n'aurez pas le choix de vous mettre ensemble pour faire des missions. Là. Il n'y a aucun lob qui peut faire des missions sur le jazz tout seul. On a un preview des jetons par Audrey Bon, Turcotte. c'est bon. Est-ce qu'on fait ça là ou on fait ça tantôt? Tantôt? Tantôt quoi? Non, elle l'a montré là, dans Ça sa vient de se caméra. faire. OK, C'est bon, sorti. mais regardez la face à Audrey Turcotte. Si vous voulez voir de quoi ont l'air les jetons, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Faut que tu te spotlighter. Voilà. Elle est spotlightée, vous pouvez maintenant voir. OK, donc, prochaine. J'ai une longue question et longue réponse. Juste dans le chat, donc tout ce stack, juste que Jencox ajoute dans le fond, précise sa question, donc tout ce stack sauf ressources. Et un marchand ne peut pas arriver et dire ma gang a un total, j'achète ça, mettons. Marchand, ça va être pendant l'encan. Fait qu'il faut être présent pendant l'encan avec les jetons pour bider sur les lots puis les cargaisons que le marchand va vouloir acheter. Mais si ses amis lui donnent ses jetons de marchandage, c'est Oui. possible. OK. Donc, oui, les marchands peuvent pouler ensemble les points de marchandage, mais non, les ressources, les tables sont faites que les ressources rares coûtent un certain nombre de points, donc vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Pour que plusieurs petits marchands puissent aller chercher une ressource très, très rare, ça prend un gros marchand pour aller chercher une ressource rare. Voilà. Ensuite, on parle d'objets magiques dans le manuel et que ceux-ci seront dans le manuel d'artisanat. Or, ils n'y sont pas encore. Est-ce qu'on peut donner des exemples de ceux-ci? Est-ce que leur création dépendra uniquement de la capacité artisan arcanique et artisan clérical? Toujours sur ce point, est-ce qu'elle sera le possible lien entre tout ça et des objets liés au scientisme? Oui, bonne question. En fait, là, on ne les a pas encore mis dans le manuel là, de création. Comme j'ai dit, c'est plus un guide de référence. Puis ils ne seront pas là en début d'année là, parce que ni les plans vont être disponibles, ni les ressources qui vont être nécessaires pour les créer. Éventuellement, ils vont pouvoir être découverts et créés. Par exemple, pour avoir des objets magiques qui font des statuts spécifiques un certain nombre de fois par jour, par exemple, des armures qui donnent parade ou qui donnent résistance. Fait que c'est toutes des choses qui vont exister dans le manuel déjà, les choses qu'on va pouvoir faire. Les créations vont demander des capacités légendaires, là, comme qui a été mentionné, artisan magique, artisan clérical. Il y a le niveau 4 d'artisan aussi là, qui va faire partie des prérequis.
Puis le scientisme pourrait avoir des objets technologiques qui s'apparentent aux objets magiques, mais ça ne sera pas toujours égal ou semblable, là. Il va y avoir des différences là, entre les différents types d'objets là, clérical ou artisanal ou scientisme, là. Merveilleux. Est-ce qu'on peut donner un exemple de zone archéologique? Oui, ben, en fait, ça va être des événements dans des quêtes qui vont probablement dans la ligne de quest de la Guilde des archéologues, qui vont pouvoir être accédés par. En fait, c'est comme des mini-quests, mini-games qui vont pouvoir être faites par ceux qui ont la compétence archéologie qui va permettre d'aller chercher des ressources là, à ces moments-là. Mais ça ne sera pas des zones qui vont être accessibles tout le temps en jeu là, par les joueurs, là. C'est vraiment dans le cadre d'une quest. OK. Autre question. Pour toutes les capacités qui donnent des parchemins, recettes ou autres en début de partie, est-ce que le tout est basé sur un système de hasard et doit-on s'attendre à pouvoir recevoir des doublons de temps en temps? Non, les joueurs vont pouvoir choisir quelle recette ou plan de création qu'ils veulent avoir quand ils vont avoir à chaque début de partie. Fait qu'ils vont pouvoir demander une recette en particulier. Donc, pas de doublons, à moins que vous soyez mêlés vous-même. Ensuite, est-ce qu'on peut donner un exemple de désamorçage? Oui, désamorçage, ben, j'ai pas d'exemple sur moi, là, mais ça va être des puzzles 3D en bois à résoudre qu'il va falloir remettre dans l'ordre ou réussir à apporter à un point là, du puzzle, là, de résoudre le puzzle en bois, là. J'en ai pas pour moi pour montrer, là, mais je sais pas si vous avez déjà vu ça. Là, faut réussir à faire une forme spécifique avec les éléments qui sont donnés, là. Vu que Simon est rendu dans l'animation, est-ce qu'on peut prendre des cubes Rubik pour faire des exemples de désamorçage? Est-ce que Simon est bon en cube Rubik? Les rumeurs le suggèrent. Ah, ben peut-être qu'il va y avoir des pièges Rubik qui font des dégâts. J'en ai un ici, Pascal. Donc, c'est un Ah, puzzle, c'est une balle. Donc, il faut la démonter. Il faut défaire les ok. pièces. Mais il faut le faire dans l'autre sens. Ok. Voilà, ben en fait, j'ai ça ici. Yeah. Ça peut, ça va pas mal avec le background, je crois. Ouais, ça sera pas long. C'est un exemple, en fait, qui venait dans le kit. Ça ne sera pas long. Ah, Phil, il l'a lui aussi. Il Je y en a pensais un que c'était aussi, où qui te hein? l'avait passé. C'est bon. OK. Donc, j'ai ça ici. En principe, c'était un cube qui était 3 par 3, puis il faut trouver moyen de le remettre en cube 3 par 3. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est parti des puzzles en 3D. Sinon, il y a d'autres casse-têtes chinois qui pourraient être utilisés euh, comme props de désamorçage, c'est-à-dire petite affaire un peu sensible qu'il faut orienter correctement pour défaire. Voilà. Oui, les serres d'aigle vont être contents de ça. Excellent. Pour Donc, le monde. pour ceux qui veulent se pratiquer à ce système-là, vous pouvez aller au Valet de cœur. Vous mentionnerez les chroniques d'Aqueras, on a beaucoup de commandites. Non, non, c'est pas vrai. On n'a aucune commandite avec le Valet de cœur, même si on aime beaucoup ce magasin-là. En tout cas, moi, je l'aime. Puis pour Euh, les gens que ça les fâche bien gros, la prochaine question s'adresse à eux. Pouvez-vous donner un exemple de sabotage? Sabotage, en fait, c'est quand tu n'as pas le goût de faire le fucking puzzle ou ouvrir le cadenas. Tu peux juste décider de le saboter puis de spender l'objet si tu as le skill, puis détruire le puzzle qui représente le piège ou le cadenas qui représente la capacité de crochetage. excellent. C'est pour J'avais pas ces le gens temps. qui sont si occupés et qui mènent des vies actives. C'est merveilleux. Je comprends que, en fait, pour une question, je comprends que nous n'avons aucune idée de ce qui se retrouvera au premier encan, car nous ne connaissons pas encore l'île et ses portions découvertes. Cependant, à quoi doit-on s'attendre en termes de quantité pour la première partie? Est-ce que le ratio accessible de trucs ira en fonction des joueurs présents? Oui, absolument. L'encan, comment que c'est fait, c'est qu'elle va donner une bonne partie des ressources accessibles pendant la fin de semaine. Il y a un balancement qui va être à peaufiner, mais on considère que la plus grande partie va être apportée par les joueurs qui ont le skill de ressources. Une partie va être apportée à l'encan,
puis une très petite partie après ça avec des quests ou des marchands en jeu. Donc, l'encan va apporter une grande partie du total de ressources qui va être accessible par partie. Mais comme qui a été mentionné dans les phases de l'encan, la première phase est avec les jetons, puis c'est des lots. Puis la deuxième phase, il va y avoir une phase avec des florins aussi là, pour Et pour des ceux objets. qui se poseraient la question en lien avec le jeu d'exploration stratégique et ou les bâtiments de cité-État, on va balancer les choses pour que, idéalement, vers la fin de la première partie, toute cité-État qui ait bien joué ses cartes puisse se construire un des bâtiments de base, notamment peut-être les bâtiments de ressources ou les autres. Pouvez-vous donner un exemple de coût en points, assumant que ceci concerne le jeu d'exploration stratégique? Oui et non, c'est-à-dire que je veux encore attendre d'avoir une idée de la quantité. Dans le fond, il y a des points provisoires qui pourront être révisés si je me rends compte que j'ai largement sous-estimé ou, à l'inverse, surestimé la quantité de personnes qui ont pris la capacité notoriété. Je voudrais pas, je voudrais pas non plus que les coûts soient tellement élevés que finalement vous êtes capable de faire aucune mission sur le jeu d'exploration à la Game 1 ou à l'inverse, que vous exploriez l'île au complet de la première partie. Donc, j'ai des valeurs provisoires et je pourrais vous en partager une. Découvrir une nouvelle case sur le jeu d'exploration coûte pour le moment 25 points d'influence. Donc, c'est énorme. Mais sachez par contre que on peut seulement ouvrir une case par partie, maximum. Et à l'intérieur de ces cases-là, il y a plein de missions qui vont coûter quand même pas mal moins cher que ça. Mais comme je me laisse la possibilité de descendre ça à la baisse, si je me rends compte qu'il y a moins de personnes que prévu qui ont la capacité de notoriété. Bref, j'ai comme des variables. Tout est sur un système de variables que je peux monter ou descendre, tout dépendant du résultat à la game 1. Yvan a dit qu'il nous ferait le nombre de maquettes qu'on a besoin à chaque partie aussi. Là, donc, on a vraiment beaucoup de monde qui ont influence. Là. Ouais. Et on se rappellera que le fait qu'on peut ouvrir une case par partie sera quand même la limite déterminante. Tout est déjà planifié là-dessus. Vous allez voir, ça va être fou. Ensuite, est-ce que les rituels sont selon leur rang, j'imagine? Est-ce que les rituels, selon leur rang, auront des prérequis prédéfinis sur un plan ou ce sera à la discrétion des joueurs de préparer des plans en conséquence de ce qu'ils veulent effectuer et le rang de ceux-ci? Réponse qui vient d'Alexilou. Les deux. Certains plans deviendront disponibles en jeu, mais le système permettra de monter ses propres rituels. Comme ils doivent être préapprouvés par l'animation une semaine avant la game, c'est à ce moment-là que le rang et les prérequis seront émis pour ce qui a été proposé comme rituel par les joueurs selon l'effet désiré puis qu'est-ce qui a été proposé. Excellent. Question suivante, toujours de Jane Cox. Est-ce qu'on doit s'attendre à plusieurs plans d'artisans? Excusez-moi, est-ce qu'on doit s'attendre à voir plusieurs plans d'artisans en jeu rapidement ou si c'est complexe de les trouver, exemple un par game, par groupe ou 3-4 si les gens sont motivés? Il n'inclut pas là-dedans le fait que les gens puissent se les partager là, avec les trucs de recopiage. On ne va pas en mettre beaucoup par partie, de nouveau par partie, parce qu'on veut que ce soit des objets qui conservent leur valeur puis conserver l'utilité de scribe. Mais la plupart qu'on va mettre vont être accessibles par l'encan ou ça va être des rewards de quest là, avec les différents NPC. Fait qu'on Ensuite, on va les laisser se propager tranquillement puis naturellement là, en jeu. est-ce que oui, effectivement, PO nous rappelle qu'on approche de la fin des questions dans le Google Form, donc vous pouvez commencer là, à spammer le Q&A. Donc, est-ce que les plans en jeu seront principalement les mêmes pour tous ou on peut s'attendre à une bonne variété après un événement? Corrige-moi si je n'ai pas bien compris la question. Ce que j'en comprends, c'est que il y aurait pour avoir plusieurs plans pour la même chose qui puissent être différents les uns des autres.
Si ça, c'est la question, en fait, les plans pour la même chose vont être principalement pareils, là. On a parlé tantôt qu'il pourrait y avoir des recettes de cuisine qui font la même chose, mais qui ont des ingrédients différents. Fait que oui, ça va exister, mais il va y avoir certaines variétés aussi, là. Ça se peut qu'il y ait des choses assez similaires qui ont des ressources différentes, mais de façon générale, là, un plan qui fait la même chose. En fait, ça va être les gens qui vont décider quelle potion qu'ils vont vouloir commencer avec là, quand ils vont créer leur personnage, là. Donc, admettons, les médecins vont choisir leur procédure médicale, les alchimistes vont choisir le plan de la potion qu'ils veulent commencer, là. Je viens de voir la précision qui a été apportée dans, dans le chat. Donc, moi, je Donc, peux pas. Vas-y, excuse-moi. vas-y. Quand vous avez un métier et vous achetez un niveau, vous pouvez avoir un plan ou une recette de ce niveau-là à votre choix dans ceux qui sont disponibles dans le manuel de création à ce moment-là. Ensuite, la plupart des boucliers ronds de marque Epic Armory font entre 60 et 80 cm. À 75, vous tombez dans un drôle de range. Là, on rentre dans les suggestions. Les boucliers, on les avait recherchés là, chez plusieurs vendeurs. On a gardé les mêmes ranges qu'on avait l'année passée pour les petits boucliers. Nous, ceux qu'on a achetés étaient un petit peu plus petits que 75 cm. Je pense qu'ils étaient dans le 60, là. On s'en a acheté euh, une bonne batch, là. Mais je pense que 75, surtout si les gens veulent optimiser la grosseur de leur bouclier puis se faire leur propre bouclier aux mesures maximales, là. Mais il y a des boucliers qui sont disponibles là, pour pas trop cher, là, qui fit dans nos standards là, qu'on a vu et chez Calimassil, chez Epic Armory, puis chez d'autres vendeurs. Pour être quelqu'un qui s'est peut-être acheté un bouclier en fin de semaine, Epic Armory, dans le fond, les boucliers moyens sont 70, puis les boucliers larges sont 80. Puis là, après ça, il y a les pavois, puis les whatever, que ça, c'est sûr que c'est off the record, que ça ne sera pas légal. Mais peut-être qu'on jasera pour. Je sais que la limite, si c'est 75, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles à 80, donc on checkera ça. Mais ça ne sera pas plus que ça. Jamais plus que 80. Euh, Ensuite, selon moi, on est dans Là, on est- les plus places Ouais. d'excuses de Jane Cox. C'était dans la suggestion, c'est juste que j'ai pas catché. Puis d'ailleurs, pour certains joueurs que j'ai peut-être fait remarquer qu'il y avait des points qui étaient des suggestions et non des questions, je m'excuse, j'avais pas vu qu'on avait un tag qui indiquait si c'était une question ou une suggestion. Alors, si jamais j'ai dit comme question quelque chose que vous avez formulé comme une suggestion, mes plus plates excuses, c'est de ma faute dans ce cas-ci. Donc, voilà. Merci à tous pour les suggestions, là. On vous promet qu'on va regarder ça là, sous peu. Donc, est-ce qu'on passe aux questions du Q&A? Pascal, PO, vous sentez en forme? Oui, Excellent. fin prêt. Donc, on a un participant anonyme qui nous demande, savons-nous ce qui a causé l'apparition du nouveau continent? Non. Euh, il y a eu une grande période sombre dans les terres du centre à cause de la Grande Noirceur, à cause du cataclysme qui a fait disparaître tranquillement la magie. Puis, les gens savent pas trop pourquoi est-ce qu'il y a un île à cet endroit-là, alors que personne ne le savait. Puis, plus que ça, cette île-là ne peut pas être découverte à moins de faire partie de la compagnie impériale. Donc, non, personne ne sait qu'est-ce qui a causé l'apparition de ce continent-là. Une bonne question, hors et in-game. Ensuite, euh, dans l'éventualité que le système d'épingles sera seulement avec contrebande et crafting, n'avez-vous pas peur que certains joueurs ne rapportent pas leurs épingles, donc les vendent plus tard? Pas encore très peur, là, mais on va espérer que le monde soit legit. Puis on va faire des rappels aussi aux fins de game là, à tout le monde qui ont été
sont ramassés des épingles là, parce qu'ils sont fait voler. Parce qu'il faut se rappeler en gros que ça, c'est juste pour empêcher que des gens se fassent voler à répétition par plusieurs voleurs de suite, là, puis que ça scrape un peu leur expérience. Fait que on fait ça pour vous autres, là, ce serait juste fair play de les rapporter, là. Merveilleux. Pour les épingles, ça serait pas plus simple qu'une fois placé sur un individu, on va avoir un animateur pour qu'il loot la personne. Ça empêche le méta. Non, ce serait pas plus simple, là. Ça prendrait des animateurs prêts à ça tout le temps, là. Je ne crois pas que ça serait possible, malheureusement. On n'a pas une équipe assez omnipotente pour ça. Jacob, c'est une suggestion intéressante de mettre les épingles d'une certaine couleur. Anyways. On Euh, regardera ça avec le comité matériel, mais bonne suggestion. Ensuite, avec la capacité hérésie, est-ce que nous devons vous en informer? Vous avez un moyen de le détecter. Ben, vu qu'on n'a pas le Mency encore pour la première game, je dirais passer à l'ouverture. Quand vous allez faire votre ouverture de personnage, montrez-nous-le subtilement, puis on pourra le prendre en compte là, pour la première partie. Ensuite, je me demandais si la bouffe et les ingrédients périment, n'est-ce pas compliqué d'avoir tous les ingrédients? Et même si je réussis à en cuisiner un, je ne pourrais plus rien faire de cuire la bouffe pour la fin de semaine. Euh, je, ben, je vais essayer de répondre à ça. En fait, la cuisine est faite pour être versatile avec les ingrédients que vous avez, là. Il va y avoir plusieurs recettes qui vont permettre d'utiliser là, vos ingrédients. On va avoir plus de recettes différentes. Il va y avoir beaucoup d'ingrédients. Aussi, les ingrédients sont moins chers que la plupart des autres métiers. Il va en avoir plus en circulation. Fait que le but, c'est d'encourager la cuisine, là, pas d'y nuire. Puis j'ai quand même confiance qu'on va être capable d'avoir, vous allez quand même capable d'avoir les ingrédients que vous avez besoin. Mais ça faisait pas beaucoup de sens là, d'avoir des ingrédients qui ne périment pas là, pour la cuisine. Au niveau cohérence, puis c'est ça. Ensuite, Étienne demande, c'est pour la capacité recycleur. Est-ce que toutes les possessions des joueurs sont recyclables? Tout ce qui est un objet qui a été créé avec des ressources, là, qui a un tag, ça va pas être recyclable. Mais pas des choses hors jeu là, qui sont apportées, là, comme qu'on a mentionné, là, les armes, armures de base, là. Donc, faut que ça a été, faut que ça a été créé soit en jeu, soit acheté en jeu, soit looté en jeu, là. Fait que ça, il va y avoir un tag ou un proxy là, pour qu'est-ce qui va être, qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser recyclage dessus. On a Alex Dion qui propose de clarifier sa question au micro. Ouais, tu peux t'aider Oui, vous, Alex. y aller. Good. Ça, fait que je me suis peut-être mal exprimé. C'est qu'en lisant, mettons, le cuisinier puis tout, j'avais de la misère à saisir comme la quantité de choses qu'un cuisinier peut faire dans sa fin de semaine. J'ai l'impression que même en étant, mettons, en l'ayant à trois, puis qu'en ayant, mettons, en prenant le plus de ressources possible, tu es très limité dans ce que tu peux faire. Mettons un exemple que tu veux faire. Je sais que c'est un item légendaire, mais mettons un croque-monsieur. OK? Ça te prend, de ce que j'ai compris, 5 items différents. Puis juste un des items te coûte genre 9 points à avoir. Puis tu pars un maximum de 12 points avec avec ta capacité au début. Fait que j'ai de la misère à saisir comment tu peux aller chercher tes 5 items pour faire une seule fois la recette dans toute ta fin de semaine. Ben, le maximum, c'est 24 là, avec la capacité à 4 pour les points de ressources. Puis deuxièmement, comme que je dis, il va y avoir, on va mettre en circulation plus d'ingrédients de cuisine que beaucoup d'autres choses. Il va y en avoir des lots qui vont être vendus aussi dans des quêtes et possiblement que des gens qui vont pouvoir looter des ingrédients de cuisine, là. Fait qu'on a l'intention d'en mettre en jeu aussi, là, outre qu'est-ce qui est prenable là, avec un fermier là, au départ. Puis les ingrédients de cuisine coûtent moins cher de un en florin, puis coûtent moins cher en points de ressources aussi. On va essayer de balancer ça là, pour permettre aux gens d'utiliser la capacité le plus possible. Il faut aussi considérer que
je pense qu'Akeras a toujours prouvé à travers les âges que si quelque chose ne fonctionne pas, on est quand même capable de faire preuve d'autocritique puis de peser sur le piton pour changer la chose en question. Autrement dit, on se rappellera tous qu'à un moment donné, on a implanté un système complet entre la partie 6 et la partie 7. On l'a testé à la partie 7, on a changé plein d'aspects pour la partie 1 de l'année suivante. Donc, s'il y a des trucs qui ne marchent pas, on les changera. Puis ce sera plus facile d'avoir, en tant que chercheur, c'est plus facile d'avoir des données une fois qu'on en collecte. Donc, il y a des trucs qui vont nous sauter aux yeux à force de le vivre. Puis on va le vivre à la première game dans 2 semaines. Donc, c'est ça. Soyez certains qu'on restera flexible. Si on se rend compte que quelque chose ne marche pas ou on l'a mal évalué. Ça fait partie de ma conclusion aussi, là, puis je vais peut-être juste faire ce point-là tout de suite, là, mais c'est qu'on teste beaucoup de choses. Là. Il y a beaucoup de gros changements à niveau système puis niveau fonctionnement. Donc, c'est sûr qu'on va apprendre des choses à travers ça, puis on est ouvert aux suggestions, puis il y a des affaires qu'on teste qu'on n'a jamais vues avant. Fait que, comme Seb dit, là, on va pouvoir s'ajuster là, aux besoins. Là. Ensuite, prochaine question, qui est plus une question de terrain par Chen Cox. Est-ce qu'on a des espaces pour accommoder des tentes décorum pour les groupes? Mettons que quelqu'un qui arrive avec un chapiteau 16 par 16, est-ce qu'on peut l'installer en jeu? Oui, effectivement, on peut l'installer en jeu. Il y a 3 campements sur le terrain qui peuvent être utilisés avec les tentes décorum. 16 par 16, là, ce sera à valider. Là. J'ai pas les mesures exactes, là. Mais je crois que oui. Là. Il y a au moins il y a le terrain, il y a un campement sur une dune de sable. Celui-là m'apparaît être plus petit, fait que 16 par 16, je pense pas que ça rentrerait. Mais il y en a un dans le sous-bois qui est plus dégagé. Fait que je pense que vous seriez capable de camper à cet endroit-là. C'est aussi mon impression. Ensuite, Charles pose la question, est-ce que les cuisiniers, pâtissiers et brasseurs pourront s'installer à l'auberge pour préparer leurs confections et les servir? Répondre à ça, ben, il va y avoir une station de cuisine à l'auberge. Je sais pas si il y a quelqu'un qui est familier, là. Est-ce que c'est une question pour faire cuisiner pour vrai, au niveau cuisine physique? Charles? Non? Oui et non, parce que je sais il y en a plusieurs qui voulaient cuisiner. Moi aussi, jamais je manque, je vais amener du stock à boire, bien sûr. Mais si j'ai besoin de rebrasser parce que le monde va avoir soif durant la fin de semaine, est-ce que j'ai une place que je peux préparer les boissons pour le monde? Les flammes vives sont permis seulement autour des feux. Donc, pas de flammes vives à l'intérieur des bâtiments, donc pas de brûleurs au propane, pas de chandelles, ni dans l'auberge, ni dans la tour de mage, ni dans l'église. Donc, si tu es capable de t'organiser avec ton équipement pour faire tes concoctions proches du feu, euh, je crois que ce serait l'idéal. Sinon, on verra comment est-ce qu'on peut utiliser la petite mini-cuisine que l'auberge détient. Euh, mais comme je dis, là, c'est un tout petit comptoir qu'on a. Il n'y aura pas d'espace pour un aubergiste plus les 7 artisans qui veulent brasser de la bière en même temps. Mais on verra comment est-ce qu'on peut s'organiser une fois qu'on sera arrivé là. Sinon, s'il n'y a pas de cuisson, s'il n'y a pas de flamme, il y a le 2e étage de l'auberge qui peut être un endroit où est-ce que vous pourrez faire ces mélanges-là. Puis sinon, pour l'instant, c'est ce que je vois. Audrey, tu veux Donc, nous dire merci. quelque chose? On est en train de préparer une station pour faire de la cuisine pour les cuisiniers qu'on va installer dans l'auberge, là, soit sur le rez-de-chaussée ou le 2e étage. Là, c'est en production pour tout ce qui est cuisine in-game. Puis si jamais le fait de brasser ta bière implique pas d'utiliser un brûleur ou quelque chose comme ça, ben on a des tables. Fait que c'est sûr que il ne s'agit pas de monopoliser une table là, pour 1 heure et de sorte que les autres ne puissent pas l'utiliser, mais on a quand même. C'est ça. L'auberge est quand même, vous allez voir, est cool au bout. C'est bon. Et il va y avoir de l'eau disponible. Oui.
En principe, là, à clarifier, donc on est encore en fait, le terrain est encore en attente du permis final, mais le terrain s'est engagé à fournir un certain nombre de 18 litres d'eau d'ici à ce que ce soit officiellement approuvé. On vous encourage à amener votre eau quand même là, au cas où, mais en principe, il devrait avoir de l'eau relativement illimitée qui sera Ouais, un certain nombre de 18 litres d'eau étant infini tant que l'animation est mise au courant si on en a besoin de plus. bon, c'est parfait ça. Ensuite, les recettes sont. Excuse-moi, Seb. Pardon. Je réitère qu'on est à côté du stationnement. C'est complètement un changement de monde pour nous, là. Si on a besoin de nourriture, si on a besoin d'aller chez IGA, si on a besoin si on veut avoir une glacière électrique dans sa voiture, c'est toutes des choses qui sont maintenant possibles avec la proximité du stationnement. OK. Ensuite, un participant anonyme nous pose la question, est-ce que les recettes sont des objets volables? Oui. C'est dans le 3e niveau de vol à la tire. Là, ça prend 3 épingles pour la fouille, le vol à la tire. Ouais. Ensuite, on a une question de Carl qui nous dit certains métiers comme pâtissier et joaillier n'ont qu'une recette par niveau contrairement à d'autres. Est-ce qu'il va être possible d'en débloquer? Oui, je pense que ça a été posé. On l'a peut-être skippé aussi là, dans les questions qui avaient été posées par des gens. Joailliers, tailleurs ont moins de recettes. C'est certain qu'on ne pouvait pas faire autant de recettes pour tous les métiers. Là. Il y en a qui coûtent 1 XP, puis il y en a qui coûtent 2 XP aussi dans la liste à prendre en compte. Mais il y a certains métiers, peut-être comme joaillier puis tailleur, qui vont avoir plus de quêtes en jeu pour créer des quests de création, là, qu'il y a des NPC qui vont demander d'avoir des bagues ou des beaux vêtements. Fait que ça va être utilisable dans ce sens-là. Puis éventuellement aussi avec des objets magiques, il va avoir d'autres utilités pour la joaillerie, là, pour des bagues magiques ou des colliers magiques, des choses comme ça. Puis oui, il va y avoir d'autres recettes qui vont pouvoir être débloquées là, éventuellement là, quand il va y avoir des prérequis ou qu'on va les mettre en jeu. OK. Donc, OK. Étant donné que le scientisme est plus technique, moins magique, est-ce que tout le monde pourra les utiliser? Je peux-tu répéter la Allô, question? c'est Je sais pas moi. Ok. Je peux m'expliquer si ça dérange pas. Tantôt, Vas-y. on parlait des objets magiques qui étaient, par exemple, c'est qu'on pourrait flipper sur le scientisme et tout là, pour l'utiliser. Étant donné que le scientisme, par contre, c'est plus technique. Donc, c'est quelque chose comme un artefact plus. Je pèse sur un bouton, ça trigger quelque chose, mettons. Là. Est-ce que c'est plus accessible qu'un artefact qui va être plus arcanique ou clérical en tant que tel? Non, la majeure partie du temps, il n'y a pas de prérequis pour utiliser un objet. Là, c'est dans la création là, qu'il y en a un. OK. Donc, je ne vois pas de grosse différence là, à ce niveau-là. Parfait, merci. Ensuite, est-ce que les bâtiments du jazz qui produisent des ressources contre de la main-d'œuvre sont communs ou chaque cité doit en avoir un? Pas sûr de comprendre la question. Est-ce que. Je vais me permettre de préciser si vous voulez, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, dans les bâtiments qu'il est possible de construire pour une cité dans le jet, il y a genre la menuiserie, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que dès que ça a été construit une seule fois pour une cité-État, tout le monde, toutes les cité-États peuvent l'utiliser ou chaque cité-État doit construire, mettons, sa menuiserie pour se faire du bois, genre? Ah, dans ce sens-là, j'avais pas compris ton wording, mais pourtant, il était quand même bon. OK, donc non, effectivement, c'est par cité-État. Donc, si une cité-État se fait une série, ben, elle a la série, elle peut extraire des cargaisons de bois. Si une autre cité-État fait autre chose, ben, ça sera autre chose, puis vous pourrez changer entre cité-État. OK. C'est possible d'échanger ça, des ressources entre cité-États dans le Des jeu. des cargaisons, ça va être comme n'importe quoi, ça s'échange. OK. Parfait, merci. Faut pas oublier que vous êtes en compétition, les cités-États, quand même. Vous voulez
vous voulez mener à bien la mission de l'impératrice, mais vous voulez vous démarquer face aux autres cités-États, là. Ensuite, est-ce que ça sert à quelque chose de s'ouvrir deux voies, comme il semble y avoir des questions par voie? Par exemple, si je suis dans la guilde des archéologues, est-ce qu'il c'est possible que mon skill de crochetage soit utile ou tout ce qui n'est pas une habilité dans la voie arcanique ne seront pas utiles? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça, là, mais je peux répondre sinon, là. Oui, vas-y. Ouais, les guildes, les missions de guilde vont pas être, comment on pourrait dire ça, uni, uniformes, là. Ils vont pas avoir unidimensionnels. Il va y avoir des missions de guilde qui vont requérir plusieurs compétences différentes. Donc, oui, c'est utile d'avoir plusieurs atouts dans sa manche, là, même si vous faites partie de n'importe quelle guilde, là. Puis quelque chose que je veux préciser aussi, c'est que notre système de mission, mettons, est pas nécessairement extrêmement rigide. C'est pas genre au début d'une quête de cité-État, on check tout le monde de leur fiche de personnage pour être sûr qu'ils sont bel et bien de cette cité-État-là. Puis s'ils sont pas là, on leur dit dehors, mon maudit. Même chose pour les quêtes de guilde. On voit un peu comme, dans le fond, ceux qui sont membres de la guilde, ils ont priorité. Certaines missions, peut-être que ce sera vraiment exclusivement aux membres de la guilde. Ce serait pas impossible, par exemple, qu'une mission, on va dire, de la Guilde des Braves soit d'aller voir la gang des artisans pour leur commander une épée maître, de sorte qu'au prochain tournoi d'armes qu'ils vont organiser, ben, le gagnant va se mériter cette épée maître-là, par exemple. Donc, il va y avoir du travail entre les guildes. J'ai l'impression, mais je ne vais pas m'engager, que la plupart des quests ne seront pas 100% limités aux membres de la guilde, quoique ça pourrait être le cas là, pour certaines missions. Là, ça sera à la pièce. Mais c'est un peu comme dans l'ancien système, ben, oui, il y avait des quêtes pour, par exemple, la Compagnie du Roi, mais des fois, on allait chercher de l'expertise d'autres factions. Et il est possible que ce soit similairement le cas pour les guildes et les cités-États. Mais ça sera à faire à la pièce. Certaines missions, oui, seront exclusives aux membres de la guilde ou de la cité-État, mais une bonne partie des autres missions, ça va être plus les membres qui sont coordonnateurs. T'sais. Fait que là, mettons que la Guilde des Braves veut organiser un super gros tournoi d'armes, bien évidemment, c'est à la gang des Braves qu'on va brainstormer comment on organise le tournoi en question, mais ça se peut qu'on ait voir plein de gens d'autres cités-États et d'autres guildes pour l'organiser, et le tournoi va être ouvert à tout le monde. T'sais. Donc, ça, c'est un exemple. Mais peut-être aussi qu'on pourrait faire une ligue de duellistes fermée que c'est juste les Braves. Ça dépendra. Ça sera à la pièce, mais j'ai l'impression que le mot d'ordre va être de ne pas excessivement tout le temps compartimentaliser les choses. Des fois, ça le sera, mais des fois, ça ne le sera pas non plus. Ensuite, est-ce que les espions de la capacité vont tous recevoir les mêmes infos, peu importe la cité-État, ou ça va être différent pour chaque? Ça va être différent pour. Il va y avoir un pool d'infos qui vont pouvoir piger à l'intérieur, là, puis avoir une info, mais il va en avoir assez différents là, que c'est pas tout le monde qui va recevoir les mêmes. Là, puis, c'est ça. Merveilleux. Pour les compétences avancées, est-ce qu'il faut dépenser un nombre de PX quelconque pour y avoir accès ou à partir du moment que ta voie est ouverte, tu peux y accéder? Exemple, je veux divination, j'ouvre arcanique, ensuite je paye un PX pour compétences arcaniques avancées et un autre pour divination? C'est pas un PX pour compétences avancées, là. C'est une fois que tu as ouvert la voie, tu peux acheter divination. Je sais pas s'il y a La quelque chose qui voie, était. après ça, tu payes pour divination, tu es heureux. Exact. OK. Merveilleux. Ensuite, est-ce que j'ai bien compris qu'un combattant a juste à rapporter son équipement hors game et peut utiliser les habiletés de ses skills, alors que dans crochetage, non seulement je dois apporter mon équipement hors game, sinon je ne peux pas utiliser le skill, et en plus, je ne peux pas utiliser mon habilité tant que je n'ai pas fait faire l'équipement en jeu? Oui, dans le crochetage, on demande aux gens d'apporter leur cadenas pour pouvoir qu'on ait. Ben, pas leur cadenas, je veux dire, leur outils de crochetage, pas qu'on ait besoin d'en prêter à tout le monde. Pour se comprendre le sens de la question, là. Est-ce qu'il faut qu'il achète ses outils en jeu pour pouvoir utiliser son habilité? Oui, il faut acheter les outils de crochetage.
les outils de désarmement puis de sabotage. Ensuite, est-ce que vous voulez voir le background des joueurs et ou des groupes? Théo? Je suis pas certain de comprendre la question. Oui, on est intéressé à voir le background des joueurs et des groupes. C'est lu, puis c'est le plus possible intégré dans nos, On- dans nos animations. Sommes-nous le genre de personne qui ouvrirait éventuellement un formulaire pour le déposer électroniquement avec un nombre de caractères limite et tout? Ah oui, excellente idée. Parfait. Ah, Oui. n'est-ce pas? Il y aura un formulaire comme il y en avait un dans l'autre saison, où est-ce que vous pourrez développer, déposer vos backgrounds. Merveilleux. Pour construire un bâtiment pour notre cité, devons-nous avoir un joueur qui a à la fois notoriété et la compétence menuisier niveau 3? Si on parle des bâtiments de cité-État qui sont ceux du manuel du jazz, non. Tant que tu as les cargaisons, tu peux construire le bâtiment. Je pense que menuisier, c'est pour le système de... Comment tu l'appelais, Pascal? Propriété. C'est le système de propriété. Là. Genre avoir une maison à la Skyrim, là, c'est ça? Mettre toutes tes armures en pile dedans. On n'a pas encore spoilé le système de propriété. Le système de propriété est à venir, mais c'est pour ça, menuisier, c'est pas pour les bâtiments de cité-État. Tu as juste besoin des cargaisons et de la construire en tant que faction. Est-ce que vous avez hâte de voir à quel point les joueurs vont briser le système? On s'y attend. C'est un des beaux challenges de faire un système de GN. C'est que c'est quelque chose que les gens essaient de briser activement avant même d'avoir commencé à jouer. Donc, on s'attend à ça. On a hâte de voir vos meilleurs cross puis glitch du système. Ceci étant dit, la raison d'être du formulaire de suggestion de modification n'était pas juste pour améliorer les connaissances ou les capacités que vous jugiez pas assez bonnes, c'est aussi pour nous aviser qu'une est trop bonne. Donc, c'était l'intention du formulaire, on le rappelle. Puis on n'hésitera pas à modifier des choses aussi si on se rend compte qu'il y a une crosse là, suite à l'apparition, suite au début des parties, là. Donc, c'est pas à votre avantage non plus de cacher ça puis de cheeser le système là, parce qu'on risque d'être obligé de le patcher après. C'est ce qui nous amène à la fin des questions qui étaient dans le Q&A. Est-ce que des gens qui sont ici voudraient lever la main afin de poser une question en direct? Vous devez lever la main là, avec les petits emojis là, de Zoom. Non. Donc, ce que je ferais, s'il y a-t-il quelqu'un qui voudrait là, poser une question là, avec micro, si oui, levez votre main et nous leur donnerons la possibilité de le faire. OK. OK, Simon, vas-y. Ah, je me sentais mal pour vous autres, là, fait que je me permets. Non, en fait, là, pour le marchandage, je sais qu'il y a la capacité d'aller chercher, par exemple, des tokens de marchandage pour la partie 1. Par contre, étant donné qu'on. Je pense que ça vient en référence avec une question qui avait été demandée un peu plus tôt, mais en fait, il y a une des questions que j'ai demandé que j'aimerais juste rectifier, là, si possible. Est-ce qu'on peut être un peu plus en détail dans c'est quoi la phase de marchandage? Parce qu'en fait, il y a des capacités qui demandent aux joueurs d'interagir, puis on ne sait pas vraiment. Fait que, tu sais, juste avoir une idée un peu verbale de à quoi s'attendre, puis, tu sais, en ayant la capacité de marchandage, à quoi qu'on doit s'attendre comme joueur. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller me chercher des ressources pour en vendre aux joueurs, etc.? Je pensais y avoir répondu tantôt, là, mais le marchandage, dans le fond, il va y avoir un manquant qui va
normalement se faire vers le début de la partie, dans les premiers événements qui vont avoir lieu. La partie 1 va être un petit peu différente là, parce que vous arrivez sur l'île, fait que ça va être un petit peu plus tard que d'habitude. Là. Vous allez avoir le temps de discuter et d'arriver en jeu. Mais normalement, comment que ça va se passer, c'est que avant que ça commence, les joueurs vont pouvoir aller. Il va y avoir deux personnes qui vont s'occuper de l'encan. Ils vont pouvoir aller voir le notaire puis lui dire s'ils veulent vendre quelque chose. Puis ils vont pouvoir être ajoutés là, dans la troisième phase. Puis après ça, on va commencer la première phase qui va être des plus gros, des choses qui vont s'échanger juste en tokens de marchandage, dont les cargaisons, dont peut-être certains plans ou certains trucs plus rares. Après ça, il va y avoir une deuxième phase. Fait que dans le fond, comment ça va fonctionner, c'est que les gens vont bider des tokens. On va mettre une mise initiale, puis après ça, eux autres vont pouvoir mettre des tokens. Dans la deuxième phase, ça va être mélanger florin puis tokens qui vont avoir une certaine valeur, qui vont avoir plus des objets plus communs, des lots, des ressources, des choses comme ça. Puis dans la troisième phase, ben, on va passer aux ressources ou aux objets que les joueurs ont mis eux-mêmes à l'encan, que d'autres personnes vont pouvoir bider dessus, qui va seulement être en florin cette fois-ci. Parfait. Est-ce que Si ça je peux juste répond? Oui. rectifier la question, en fait, parce que ça va avec un peu. Est-ce qu'il va y avoir un temps avant pour aller chercher les ressources, mettons, avec soit par exemple, voyons, les métiers de collecte, puis ces choses-là, puis ensuite on pourra les vendre ou est-ce que tout se fait en même temps? Fait qu'il va falloir se dépêcher à faire ces actions-là. Mais les ressources de la collecte se ramassent à l'ouverture de personnage. Donc, Fait quand qu'avant vous la arrivez en partie. jeu, c'est ça. Quand OK. vous allez commencer la partie, vous allez les avoir déjà. C'est la Donc, même chose probablement pour celui de la boisson contrebande. sournoise, là, contrebande. Parfait, Exact. c'est bon. Ouais. Merci beaucoup. La Ah, puis dernière un peu. chose que j'ajouterais là-dessus, c'est dans la première partie qu'on est d'ores et déjà en train de planifier, les rumeurs suggèrent qu'il y aura quand même beaucoup d'événements qui serviront, qui feront aussi office de tutoriel. Donc, il y a des mécaniques comme ça qui seront vécues et expliquées en jeu de sorte de faire un petit tutoriel hors jeu aussi. Donc, les rumeurs suggèrent que les encans en feront également partie. Mathieu? Je réponds aussi au dernier point qui a été dit. Là, les objets de contrebande ne peuvent pas être vendus à l'encan non plus. Là. C'est spécifié en petits caractères dans le manuel, là, mais je le redis. Donc, C'est ça. Mathieu? Oui. Petite précision, puis une question. Les jetons de marchandage et les points d'influence, c'est des objets physiques. Donc, j'imagine que c'est possible de les accumuler d'une partie à l'autre. Exact. Tout à fait. Donc, dans cette optique-là, est-ce qu'on peut se les faire voler par vol à la tire? Non, ça ne fait pas partie des objets volables. Effectivement. Parce que l'influence ne représente pas un jeton réel, mais c'est plus Ouais, non, c'est ça. des Un réseaux de service. contacts que vous avez que vous pouvez mettre à profit. Donc, non, on ne peut pas vous les voler. OK. Et pour les jetons de marchandage non plus, ça, c'est pas quelque chose qui est Non, volable, c'est ça aussi. ça fait pas partie de la liste des choses volables. J'avais une question aussi, mais j'ai pas une main différente de celle de Mathieu. Vas-y, vas-y. Vas-y. Par rapport aux horaires des games, là, j'ai vu que c'était annoncé de 10h le samedi à, je crois, 5h le dimanche. Là, 16h le dimanche. Donc là, je me demandais, tu sais, comme à Keras, on était habitué qu'il y avait une heure annoncée puis que ça débutait pas nécessairement à cette heure-là. Je me demandais s'il allait avoir plus de rigueur. Si je me force pour arriver à 10h, est-ce que ça se peut que j'attende jusqu'à midi avant de faire quelque chose? Ça se peut que la game 1, on trouve ça difficile parce qu'il y a 1000 millions d'affaires à roder. Ceci étant dit, c'est quelque chose qu'on aurait aimé travailler puis qui se travaille en termes de communauté. C'est-à-dire que nous, on a à peu près, honnêtement, dans la dernière année, on a à peu près toujours été prêts à l'heure. C'est juste que à l'heure, il y avait 4 joueurs sur le terrain. Fait qu'on peut bien faire le speech de début à 4 joueurs, mais ça se peut que le premier événement, il manque de pugnacité s'il y a 4 joueurs dedans. Donc, dans le fond, autant que possible humainement,
Et à la limite, je dirais que sur ce point-là, le fait qu'on a commencé en retard était plus dû à l'espèce de tendance de la communauté d'arriver en retard. Et c'est une tendance qu'on souhaiterait évidemment corriger. Et dans un monde idéal, on commence à l'heure pile autant que possible. Parfait. Puis à 10 heures, c'est le début de la game, c'est pas le début de l'ouverture des personnages, puis que là. Là-dessus, des messages suivront. Parfait. All right, Roxane. Oui, moi, je voulais savoir ce que tu as mentionné tantôt sur le système de propriété. C'est quand qu'on va avoir plus comme d'informations là-dessus? Game 2. Game 2, OK. Parfait, c'est tout. Excellent. Alors, est-ce qu'on avait un mot de la fin, Pascal, ou pas? Oui, j'ai une petite conclusion. C'est beaucoup de choses qui ont été dites, là, mais que je vais reparler dans cette belle conclusion, vu qu'il nous reste du temps. Donc, j'aimerais mentionner encore une fois qu'on est au courant que le système est très nouveau. C'est différent de ce que on avait avant, puis que nos joueurs peuvent être habitués. On sait qu'il va y avoir du fine-tuning à faire niveau balancement. Puis la difficulté, comme on l'a dit, quand on crée un système de GN, c'est qu'il va tout le temps avoir beaucoup de gens qui travaillent très fort pour le briser. Donc, puis plus qu'il est gros, plus qu'il y a d'opportunités pour le briser. Puis on a essayé de donner de la place pour avoir un système qui permet de faire beaucoup de choses différentes, là, notamment au niveau du crafting. Donc, c'est certain qu'il n'y aura rien de parfait pour ça. On est très ouvert à vos propositions d'amélioration. Il y en a plusieurs qui ont déjà été pris en compte puis qui ont déjà été apportés, là. On a apporté un erratum là, depuis la première game, puis on va essayer d'arriver avec la version là, 1.1 avant la première partie là, qui va ajouter quelques parties de wording. Puis qui va. L'objectif, par exemple, là, puis j'aimerais le rappeler, c'est que il y a certains changements qu'on ne pourra pas faire d'ici la première game. On ne peut pas se retourner sur un Tissan non plus. Là. On doit être. Il nous reste 10 jours avant la game, puis on a beaucoup de choses à préparer. Fait que, il y a certaines choses qui vont arriver peut-être un peu plus tard. Puis comme on a dit aussi, là, on se réserve le droit, là, s'il y a des choses qu'on voit qui sont brisées ou qui ne fonctionnent pas, à les modifier en cours d'année pour réparer des problématiques. Donc, merci à tout le monde qui s'est impliqué puis qui ont mis leur grain de sel puis qui nous ont dit leurs suggestions, qui nous ont posé leurs questions. Ça a permis de faire progresser les choses. Puis j'ai très hâte de tester tout ça puis de jouer avec vous tous cet été. J'ai l'impression qu'on va avoir une extra belle année avec plein de nouvelles personnes, un vent de renouveau aussi là, au niveau et de l'équipe et de notre belle communauté. Donc, merci à tout le monde qui était là aujourd'hui puis qui sont investis puis qui ont posé des questions. C'est Donc, très apprécié. ne partez pas tout de suite. Je vais, ceci dit, arrêter l'enregistrement sur ces beaux mots de la fin, mais on va rester en ligne, ceux qui le veulent, jusqu'à 10 heures pour, entre guillemets, chiller avec vous de façon complètement non structurée. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous en aller si vous voulez nous jaser encore une quinzaine de minutes, mais j'arrête à cet instant l'enregistrement.